Bon, eh bien, bonjour à tous. Merci d'être venus à notre slot sur Codocojo. J'espère que la keynote de ce matin vous a plu. Aujourd'hui, on va vous parler avec Antoine de Codocojo. Donc. Alors, qu'est-ce que c'est que Codocojo? Tu ne la veux plus. Je rebranche. On va la refaire. Donc, qu'est-ce que c'est que Codocojo? Non, elle ne voudra définitivement plus. Voilà. Okay. Codocojo, c'est une solution open source qui permet de fournir une usine logicielle en 3 clics. On va revenir un petit peu plus en détail sur ce que c'est, effectivement, parce que c'est un peu l'enjeu de cette présentation. On va juste définir rapidement ce que c'est que pour nous une usine logicielle. À minima, je dis bien à minima, ça se compose de 3 briques. D'une brique de gestionnaire de sources, donc communément appelée Source Content Manager, qui va vous permettre donc de stocker vos sources et de pouvoir échanger avec que les équipes de développement puissent échanger leur code, etc. sur ces outils-là. On va trouver une deuxième brique qui est la brique de continuous intégration, qui va permettre de faire du build continu de votre code, de tester sa qualité, on en reparlera aussi. Et la dernière brique pour nous, qui est importante aussi, c'est la brique de repository, qui permet de stocker le livrable de votre projet au final, et éventuellement de le partager. Donc ça, c'est les 3 briques qui sont pour nous, le minimum. On pourrait évoquer une 4e qui serait la calorimétrie, mais on ne va pas en parler maintenant. Donc bonjour, moi je m'appelle Antoine Le Taxin. Je suis développeur full stack, mais on va dire plutôt quand même front, et beaucoup JavaScript. Et je travaille avec Xebia depuis 2 ans et demi, et depuis 9 mois. Ouais, ça va être compliqué. Et depuis 9 mois, donc je suis avec Jean-Pascal sur Codocojo, et je me suis amusé à faire des conteneurs, et je trouve ça sympa, donc je fais aussi ça. Voilà, donc Jean-Pascal, je suis développeur donc back-end sur Codocojo depuis le début de l'année aussi, et je travaille donc chez Xebia en tant que consultant depuis 2 ans et demi. Donc voilà. Voilà. Donc je vais commencer par vous raconter donc l'histoire du lancement d'un projet informatique que je pense que beaucoup d'entre nous ont connu déjà. Donc, du coup, un projet informatique aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? On ne discute plus de l'intérêt de mettre en place l'agilité. Merci. De mettre en place l'agilité sur un projet informatique. Ça permet de rapprocher les équipes de développement des utilisateurs, de raccourcir la boucle de feedback pour pouvoir, de manière itérative, livrer un produit qui sera le plus adapté possible. Alors, j'ai aussi englobé le craft, pourquoi? Parce que pour nous autres développeurs, ça veut dire quelque chose de mettre en place l'agilité. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse attention à la qualité de notre code. La qualité de notre code, ça veut dire qu'il faut qu'on soit prévenu au plus tôt s'il y a un problème qui est survenu dans les itérations successives de notre produit. Pour ça, bon, je pense que tout le monde connaît, mais on va utiliser des tests. Je vous montre quelque chose que vous devez bien connaître, qui est la pyramide des tests. Et on va mettre donc en place, en tant que développeur, sur notre code, des tests de différentes natures. On va mettre un large socle, c'est admis que c'est comme ça les bonnes pratiques, de mettre un large socle de tests unitaires, de mettre une surcouche raisonnable de tests d'intégration et une petite cerise de tests fonctionnels. Alors ça c'est très bien, grâce à ça on peut vérifier que rien n'est cassé quand on modifie notre code. En revanche, pour vraiment être informé au plus tôt qu'il se passe un problème, il faut qu'on automatise le lancement de ces tests, pour pas qu'on ait à le faire manuellement. Et pour ça, donc, il y a un outil qui est effectivement devenu essentiel, c'est l'outil d'intégration continue, ou le CI. Même sur un projet, par exemple, de pure front, on pourrait dire un site statique, pas besoin d'usine logicielle. Moi qui connais bien cette partie de la stack, je vous promets que maintenant, on a vraiment des builds complexes, on a des tests unitaires, des tests d'intégration, des tests fonctionnels à jouer. On peut vraiment pas du tout se passer d'un outil tel que celui-ci. Alors, ça c'est déjà, en tant que développeur, une de nos missions, de vérifier la qualité de notre code, mais il y a une deuxième mission qu'on a, c'est de réduire au maximum le temps entre l'expression d'un besoin et la livraison d'une solution pour couvrir ce besoin. Donc c'est très bien de fonctionner de manière itérative. On peut livrer très régulièrement, toutes les 2 semaines en général, un nouveau livrable et puis le mettre à disposition des utilisateurs, en tout cas des utilisateurs internes. Mais si on n'est pas capable d'être aussi agile sur la livraison en production, eh ben on a un problème. Si on livre toutes les 2 semaines un livrable, mais que pour qu'il soit mis en production, on attend 6 mois, eh ben on perd tous les intérêts de la mise en place de l'agilité. Donc DevOps, comme l'agilité pour les utilisateurs et les équipes de développement, va viser d'abord sur de l'humain, c'est-à-dire rapprocher les équipes de dev et les équipes d'ops.
c'est beaucoup d'humains, mais aussi beaucoup de tooling. L'intérêt ici, c'est par exemple de se passer d'un livret de 1000 pages qui va expliquer comment on va construire et déployer l'application pour la mettre en production. Il faut vraiment que le time to market soit le plus réduit possible. Et pour ça, on utilise alors, de l'humain, mais aussi beaucoup de tooling. Et je pense que vous en avez tous entendu parler, on parle d'infrascode. C'est-à-dire que qu'est-ce que les ops et les devs ont en commun? C'est que tous les deux comprennent le code. Et donc grâce à du code, on va pouvoir automatiser la construction et le déploiement de notre application. Pour vous donner un exemple, construire de manière continue, c'est bien, mais livrer de manière continue, c'est mieux. Donc, on va passer de continuous intégration au continuous deployment. Facebook, par exemple, déploie à peu près 400 fois par jour son application en production. Donc, le déploiement continu, c'est une nouvelle phase et vraiment des outils qui sont essentiels pour faire un projet informatique viable. Et tant l'intégration continue que le déploiement continu, ça nécessite des outils et ça nécessite d'avoir une usine logicielle qui soit fiable, qui soit maintenable dans le temps. Et pour ça, je vais passer la parole à Jean-Pascal qui va vous parler de comment débute pour l'instant un projet informatique. Désolé, on a des petits problèmes de micro, on va s'en sortir. Déjà, on va commencer avec ce fameux Sprint 0. Vous savez, le projet from scratch où on commence de rien et on a déjà une vague idée de la solution technique qu'on va vouloir mettre en place. Et on a envie de très vite partir sur le code. Et puis surtout, on a envie de montrer des résultats assez rapidement, mais on ne va pas partir sur le Sprint 0 sans faire, comme on l'a dit, comme l'a très, très bien évoqué Antoine, mettre en place une usine logicielle. Et là, on va peut-être rencontrer quelques petits problèmes en général. Déjà, en général, vous allez peut-être être confronté à des problématiques liées à l'entreprise ou au contexte dans lequel vous allez évoluer, avec notamment, par exemple, des outils qui existent déjà et qui vont vous être imposés. Alors, soit dans leur technologie, mais peut-être aussi dans leur version. Parce que, voilà, ils ont installé une usine logicielle il y a 5 ans, et l'usine logicielle n'a pas évolué en 5 ans. Donc, ça se trouve, vous avez des vieilles versions de vieux logiciels, ça se trouve, vous n'avez même pas de Nexus, vous avez encore un Artifactory, ou je sais pas quoi, enfin, un Archiva, par exemple, qu'on n'entend plus trop maintenant, mais qui était encore très répandu il y a quelques années, et qui sont plus maintenus parce que on n'a pas forcément de ROI direct sur la valeur du produit. C'est-à-dire qu'en fait, un manager ou un SI, quand il va regarder un projet informatique, il ne va pas forcément voir la plus-value de l'usine logicielle tout de suite sur un logiciel. On va peut-être pouvoir lui présenter des chiffres d'amélioration, parce que c'est un peu le but aussi de faire l'amélioration continue, de chiffrer, de voir l'avancement de l'amélioration de manière chiffrée, mais c'est pas quelque chose sur lequel on peut s'engager et avoir des retours directs, on va dire. Et surtout, c'est qu'en général, les gens qui mettent ça en place, ils ont généralement autre chose à faire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dédiés à la gestion de l'usine logicielle. Ils vont faire ça un petit peu sur des tâches fil rouge. Et une fois qu'ils vont l'avoir fait, ils vont s'être pris la tête à l'avoir fait, ils vont vite passer à autre chose. Et ça se trouve, la personne est partie, il n'y a plus personne qui sait comment ça a été installé. Et surtout, plus personne ne veut y toucher, parce que si jamais on casse, c'est peut-être 2000 développeurs qui ne peuvent plus travailler. C'est un problème. Donc on n'a pas envie d'y toucher. Ouais, je veux dire. Hop, c'est bon. Et puis surtout pour nos amis les ops, effectivement, ça peut être assez rapidement des tâches assez répétitives, des fois aussi. C'est-à-dire que si effectivement il y a déjà une usine qui existe, il y a certaines entreprises qui décident des fois de dupliquer les environnements d'usine logicielle. Et c'est ni plus loin qu'une duplication bête et méchante, genre par exemple par copie de VM, c'est un exemple qu'on pourrait donner. Ça n'a aucune plus-value pour un ops de faire ça, on est bien d'accord. Et puis surtout, c'est que la qualité de ce genre de solution, que ce soit la duplication ou la vieille usine logicielle, elle peut avoir une qualité ou une réponse aux besoins des équipes qui peut être très très variable. Parce que entre deux projets, c'est justement s'il y a bien deux projets, c'est parce qu'ils ne font pas la même chose et qu'ils n'ont peut-être pas forcément la même technologie, qu'ils n'ont pas forcément les mêmes besoins de construction, ou les mêmes besoins d'avoir de l'outillage pour construire le projet, tout simplement. Une autre problématique qu'on peut rencontrer sur les projets de réalisation informatique, c'est les entrées-sorties de l'équipe, tout simplement. Les gens qui arrivent, les gens qui partent, que ce soit sur les grands groupes, avec par exemple des consultants comme moi et Antoine, qui vont peut-être arriver sur un projet, qui vont peut-être repartir. Quand ils arrivent, déjà, il faut leur obtenir un poste de travail, ce qui n'est pas forcément chose facile. On est déjà content quand il y a ce poste de travail le jour où il arrive, et puis après, il faut encore lui donner les accès à tous les outils de dev qui existent, ce qui n'a généralement pas été prévu. Enfin, moi, je l'ai connu plusieurs fois, malheureusement.
Et du coup, on se retrouve assez rapidement à attendre très longtemps. Pourquoi? Parce que, comment dire, il va falloir que j'aille demander à avoir le ticket pour avoir accès à tous mes outils, etc., qu'on m'enregistre, que mon logging soit bien pris en compte, qu'il n'y ait pas eu de problème, etc. Bref. Donc c'est assez long de le rajouter. Et puis on a le même problème pour les développeurs qui vont quitter le projet. Un développeur qui quitte le projet, on n'a pas forcément envie de lui laisser ses accès. Et du coup, il faut faire la même tâche que pour lui rajouter, sauf que maintenant il faut lui demander de les supprimer, quoi. Et ça peut prendre tout autant de temps. Et que ce soit pour les arrivées ou les sorties, pour n'importe qui, ça n'a aucune plus-value de passer du temps à regarder un process défiler pour savoir si c'est bien fait ou pas, et de le faire tout simplement. Donc c'est un vrai problème. Enfin, les difficultés des équipes d'ops ou dev comme nous, des résistances qu'on peut rencontrer quand on essaye de développer et de mettre en place du logiciel et de faire de la qualité effectivement. C'est par exemple de devoir aller faire le queue au CSI pour justement avoir accès pour pleurer une VM ou que ce que j'évoquais tout à l'heure, passer par un process compliqué pour avoir accès à des nouvelles machines pour en mettre en place notre usine logicielle. L'autre aspect, c'est ce qu'on appelle le shadow IT. Alors le shadow IT, je vais vous donner un exemple très concret, c'est quand il y a quelqu'un qui quitte le projet, au lieu de dire au service informatique que la personne est partie et qu'il peut récupérer son PC, on va subtilement le planquer sous le bureau, le brancher au réseau, et puis aller installer notre usine logicielle dessus, et puis dire chouette, j'ai une usine logicielle. Qui ne l'a jamais fait? Je sais bien que vous l'avez tous fait. Moi j'ai déjà fait. Hein. C'est une horreur. Hein. Le shadow IT, c'est un vrai problème pour tout le monde, hein, ceci dit. Que ce soit pour l'équipe de sécurité, hein, parce que quid de la sécurité de la machine qui est planquée, c'est un peu des machines fantômes, hein, voilà. Quid de le jour où la machine, ça fait 5 ans qu'elle est sur le bureau, elle a pris la poussière et le disque dur commence légèrement à gratter, qu'est-ce qui va se passer quand ça va tomber? On va contacter les ops et leur dire hey, il faudrait migrer une machine qui n'existe virtuellement pas, avec toute une usine logicielle que vous n'avez jamais connue, et la mettre dans l'infrastructure qui est chez vous assez rapidement, parce que si on perd toute notre usine. Un vrai problème aussi. Bon, il y a plusieurs formes de shadow IT, mais celle-là, c'est celle que j'ai le plus rencontrée. Un autre problématique aussi qu'on commence à rencontrer de plus en plus fréquemment, il y a certaines entreprises, les startups comme les grands groupes, qui commencent à s'orienter un petit peu plus vers des solutions SaaS, type CloudBees par exemple, pour fournir des instances de Jenkins, qui est un outil d'intégration continue. Il y en a d'autres, hein, il y en a plein. Le truc, c'est qu'à chaque fois qu'un nouvel arrivant, par exemple, va débarquer, hein, on va toujours avoir le même problème, que ce soit dans le grand groupe avec le process que j'ai évoqué tout à l'heure, il va falloir que j'aille sur chacun des outils SaaS avec la carte bleue pour aller rajouter le nouveau compte. Éventuellement la carte bleue, parce que bon, des fois c'est au compte que ça se paye ou pas, bref, ça dépend des modes de paiement. Mais il faut surtout avoir le moyen d'accéder à la personne qui a la carte bleue au final. Alors que ce soit dans le grand groupe où ça se trouve la carte bleue elle est 4 niveaux dessus, c'est très compliqué à avoir, ou dans la startup où le CTO ou je ne sais qui dans la startup a peut-être accès, il n'est pas très loin de vous, mais il est tellement débordé parce que ça reste une startup, hein, on est bien placé pour le dire, il n'a pas forcément le temps de le faire tout simplement. C'est consommateur et encore une fois, aucune plus-value à faire ce genre de choses. Un autre cas qu'on peut évoquer, c'est le cas d'époque, pareil que quelle que soit la taille de l'entreprise, vous cherchez à tester une technologie, une solution, de répondre à un besoin de manière un peu innovante. Vous ne savez pas si ça va marcher, ça peut marcher ou pas. Mais si ça marche, vous avez quand même envie de faire les choses bien. Et vous avez quand même envie de faire d'intégration continue, de mettre en place une logicielle. C'est super, mais comment dire, ça reste lourd à mettre en place. S'il nous faut 6 mois pour avoir une usine logicielle, mon POC il sera peut-être déjà terminé avant que j'ai eu accès à mon usine logicielle. Donc c'est un peu problématique. Autre problématique, on est parti sur le SaaS parce que comme ça on a eu notre usine tout de suite. Ça marche, le POC il tourne. Vous allez peut-être vouloir réintégrer toute votre solution chez vous, pour des raisons diverses et variées, hein, de sécurité, parce que vous voulez garder le code chez vous, j'en sais rien, que sais-je. Comment est-ce que vous faites pour récupérer tout ça sur les différents acteurs SaaS que vous pouvez trouver pour fournir ces usines dans votre infrastructure propre? Alors il y a quelque chose qui est arrivé il y a 2-3 ans. J'ai eu la chance de faire un slot à Devox pour parler de Mesos, qui est un orchestrateur. Et en fait, ça a été un petit peu un déclic avec plusieurs autres personnes qui ont été à l'initiative de Codocojo, qui est notamment des conteneurs et les solutions d'orchestration. Bon déjà, petit rappel, l'usine logicielle, 3 briques, donc le gestionnaire de source, on a choisi d'utiliser GitLab. On va parler de Jenkins pour l'intégration continue et de Nexus pour la gestion de dépôt. Alors on a choisi nous pour Codocojo ces 3 outils puisqu'ils sont open source et qu'on fait de l'open source.
donc ça nous allait très bien. On l'utilisait aussi sur beaucoup de nos projets. Et en fait, on s'est dit, chouette, il y a des conteneurs. Et si on conteneurisait notre usine logicielle? Chouette. Docker était là. Docker, donc 2012-2013. Ça a très vite pris, hein, les conteneurs, c'est pas nouveau. Mais ils nous ont bien facilité l'accès à cette technologie-là, de permettre d'isoler. Alors pourquoi est-ce qu'on a voulu isoler, par exemple, de commencer par isoler le Jenkins, notamment ses agents de build. Quand vous avez un job de build, vous allez avoir besoin, en fonction de la technologie que vous allez déployer dans votre projet, de différents outils. Moi, par exemple, je fais beaucoup de Java, j'utilise du Maven. Très bien. Donc ça veut dire que pour builder mon projet, j'ai besoin de Java et de Maven. Antoine, qui fait du front, lui, Maven et Java, il s'en fiche. Hein. Lui, ce qu'il fait, c'est du NPM. Pas de chance. Mais du coup, c'est pas du tout les mêmes outils. Et qu'est-ce qui se passe en général, c'est qu'on va essayer de se retrouver à essayer de faire cohabiter dans un Jenkins tous ces outils. Ça peut devenir très très vite compliqué, les gestions de dépendance peuvent être compliquées, etc. Bref. Et on s'est dit, pour moi, un Jenkins, c'est comme ça que je le vois, ça reste un orchestrateur de job, c'est pas à lui d'héberger ce genre d'outils. Il va déporter ça dans un agent. Alors vous allez me dire, ok, super, je déporte ça dans un agent, mais cet agent, il va aussi se récupérer tous ces outils au final. Quel intérêt? Ou alors je vais avoir une VM par type de projet? Ça va être vite compliqué. Et puis alors là, quid de combien ça va vous coûter en VM, hein. L'idée, c'est qu'on va essayer de conteneuriser cet agent de build pour intégrer dans le conteneur tous les outils qu'on a besoin pour construire notre application. Comme ça, ma VM n'a pas besoin d'être agnostique des outils qui sont nécessaires pour construire le projet. Ils seront inclus dans l'image Docker. Et du coup, après, on s'est dit, et si je conteneurisais aussi Jenkins lui-même, quoi. Oui, du coup, je pourrais être capable de lancer autant d'usines, de briques d'intégration continue que je voudrais, de la même manière, quelque part, avec la config que je veux dedans, qui serait spécifique à moi. C'est super. Ensuite, on s'est dit, et si on conteneurisait carrément toute l'usine, quoi. Le GitLab, le Jenkins, le Nexus, on a regardé vite fait sur le Docker Hub, et on s'est aperçu qu'il y avait des images officielles de ces 3 briques, donc on s'est dit, super, on va les utiliser. Du coup, on se retrouve avec une couche Docker qui nous apporte aussi une autre solution qu'on n'avait pas forcément vue tout de suite, c'est que cette usine logicielle, elle est déployée à peu près sur n'importe quel type de support. Ça marche aussi bien sur un poste de travail, à la rigueur, s'il est un peu costaud, parce qu'un GitLab c'est quand même assez gourmand, que sur une VM, ou sur du cloud, ou sur de l'infrastructure en privé, enfin bref, en du bare metal, il n'y a pas de souci. Ensuite, il nous manquait quand même une chose assez essentielle, c'est l'outil d'orchestration, parce qu'on s'est dit, super, je peux dupliquer quelque part mon usine logicielle, ou avoir des instances d'usine logicielle conteneurisées, en avoir plein partout, avoir un cluster avec plein de machines pour faire ça. Le problème, c'est que pour l'instant, à part un Docker Compose pour faire ça, à l'époque, je dis bien à l'époque, c'était un peu compliqué, il fallait faire ça avec ses mimines, et c'est là où il y a eu un réel engouement pour les outils d'orchestration. Et nous, on a fait le choix d'utiliser donc Mesos et Marathon. Alors Mesos est une plateforme qui permet d'orchestrer des ressources sur un cluster de machines. C'est Twitter et Airbnb qui avaient lancé le projet initialement. C'est un outil qui est à l'initiative de Twitter dans le sens où ils se sont aperçus que sur leur facture Amazon annuelle, ils n'utilisaient que 10% de leur facture en ressources. C'est-à-dire qu'il y avait 90% de leurs ressources qui payaient, mais qui n'utilisaient pas. Pourquoi? Ils avaient un nouveau besoin, ils créaient une VM qui était généralement un peu trop sursizée, ils déployaient la solution qu'ils avaient besoin, et puis il y avait 90% de la ressource de la VM qui était juste pas exploitée. Voire des ressources pas du tout bonnes. Et Marathon, c'est un framework qui tourne au-dessus de Mesos, qui permet de lancer des tâches longues sur un cluster Mesos. C'est un peu le système D du cluster, quoi. Voilà. Donc Mesos va nous permettre d'optimiser l'occupation du cluster, et Marathon va vous permettre de lancer vos tâches longues. Un autre type d'outil qu'on évoque un petit peu moins dans l'orchestration, mais qui pour moi est assez important aussi, c'est les outils d'infra-as-code qu'évoquait tout à l'heure Antoine, notamment Ansible et Terraform que nous utilisons sur Code Kojo. Donc Terraform, c'est un outil qui vous permet d'écrire votre infrastructure et de monter l'infrastructure, de créer vos VM, de créer votre réseau, notamment, sur des solutions de cloud qui sont compatibles, et ils supportent quand même presque tout ce qui existe en cloud public. Ansible, c'est une solution qui nous permet de faire du provisioning. En gros, maintenant qu'on a nos machines, je vais aller installer les bons packages sur les bonnes machines, mettre les bons fichiers de configuration au bon endroit, par exemple, configurer Mesos et Marathon, par exemple, pour qu'ils tournent et avoir un cluster quasiment lancé en lançant 2 scripts, quoi. Un pour Terraform et un autre pour Ansible.
Donc le couple Mesos et Docker va nous apporter quand même pas mal de petites choses et pas mal de solutions à quelques soucis, notamment à celui que j'évoquais tout à l'heure, le Jenkins hyper mutualisé. Vous savez, ce Jenkins avec les 200 jobs qui sont hébergés en local, des 20 projets retour, où c'est la guerre pour mettre un update d'un plugin, parce que ça a cassé le job Gradle du projet d'à côté, et surtout qui rame à mort en fait, parce que il peut pas gérer tout ça, c'est pas fait pour ça, hein, c'est une mauvaise pratique. Il y a aussi la fin de l'autre pratique, d'une autre pratique que j'ai pu constater aussi, c'est quand vous avez ces environnements dupliqués avec plein de Jenkins là, parce qu'ils ont fait presque un Jenkins par projet, ils ont essayé d'éclater un petit peu ce Jenkins avec ces 200 projets là. En fait, on s'aperçoit que ces Jenkins, au final, ils tournent peut-être 2 ou 3 heures par jour, et que le reste du temps, ils attendent que le projet il push les commits. Et c'est un vrai problème aussi, parce qu'au final, on se retrouve à payer 20 machines, et on se retrouve un peu dans le même cas que Twitter, avec sa facture et ses 10% de ressources réellement consommées. Donc là, le couple Mesos et Docker nous permet de faciliter, de ne pas justement d'optimiser l'occupation du cluster et d'éviter ce Jenkins hyper mutualisé. Donc là, voilà, nous on a intégré, on a fait ce choix d'utiliser ces deux outils-là en premier pour l'orchestration. Bon, il y a encore quelques contraintes qu'on n'a pas encore évoquées là, mine de rien. Je vous ai pas tout dit. Le monitoring dans tout ça. Alors c'est chouette, hein, Mesos par exemple, il vous évoque quand même que Mesos peut supporter jusqu'à 10 000 nœuds, je crois, quelque chose comme ça en agent. C'est énorme, hein, c'est génial, mais comment est-ce que je sais qu'ils vont bien ces nœuds? Comment est-ce que je sais que mes jobs ils vont bien se dérouler? Comment est-ce que je sais que j'ai pas de problème sur ma plateforme? Tout simplement, je ne vais pas me connecter sur chacune des machines, hein, donc il faut bien que je mette en place des solutions de monitoring. Puis j'ai pas parlé des projets non plus, hein. C'est-à-dire que là, en gros, pour le moment, pour lancer toute une usine logicielle, il va falloir que j'aille moi-même piloter marathon pour lui dire tu vas me lancer un GitLab, un Jenkins, un Nexus, avec tel ou tel critère, et il va falloir que peut-être je fasse de la duplication un peu templétisée en fonction des projets. C'est un peu scabreux, c'est bon, pas super. Quid des utilisateurs, hein. Tout à l'heure, je vous parlais du gestionnaire de carte bleue, des nouveaux arrivants, des sortants aussi. Là, pour le moment, je ne sais pas parler de comment est-ce qu'on les rajoutait, hein. Pour le moment, il faut encore se connecter sur les machines, faire sauter le mot de passe admin, et, enfin, le changer, s'il y en a un, et puis rajouter l'utilisateur, le supprimer, et encore le faire à la main, et à chaque fois sur chaque outil. Donc on n'a pas encore répondu à cette problématique-là. Et bien en fait, la réponse à tout ça, c'est la plus-value de Codecojo. Les contraintes que je viens de vous évoquer, c'est l'une des grosses plus-values de Codecojo, c'est qu'on apporte une solution avec des bonnes pratiques de monitoring, la gestion des utilisateurs et la gestion des projets. Excusez-moi. Donc Codecojo est codé en Java pour le coup au niveau back. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail technique non plus, hein. On a un petit back-end en Redis pour stocker la partie utilisateur. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va donc lancer toute l'usine logicielle et la préconfigurer en fonction de l'utilisateur que vous aurez renseigné. Et on va les renseigner, on va les ajouter sur toutes les briques de l'usine logicielle. La seule chose qu'on fournit pas pré-packagé, on va dire, c'est un serveur DNS qui est indispensable pour nous. Parce qu'en fait, on s'est dit, on va essayer de fournir à vos utilisateurs une URL humainement compréhensible pour accéder à son usine, quoi. Parce que vous imaginez sur un cluster avec plein de machines où j'ai des ports ennemis qui sont alloués, lui dire que tu vas te connecter sur l'IP 10, 20, 30, 42 sur le port 32055, je pense que ça va pas lui parler, quoi. Surtout si en plus on a de la chance, notre compteur se fait balancer sur une autre machine pour raison XY, l'IP port va changer, il faut faire quoi? Lui envoyer un mail? Bref. Le DNS pour ça c'est quand même bien pratique. Du coup, voilà, ça c'est le schéma d'architecture de Codecojo. On a aussi donc mis en place du log as a service avec du Elasticsearch pour la centralisation des logs et une solution de métrologie pour surveiller un peu nos machines aussi, mine de rien, à coup de métriques, CPU, etc. avec un FluiDB. Et voilà. Ça va un peu vite. Pardon. On a encore 2-3 briques qui sont encore en cours de travail, à savoir celle qui permet de gérer les projets plus finement. C'est-à-dire que là, pour le moment, ce qu'on vous permet, c'est de vous créer un projet, enfin, vous créez une usine, on ne vous prépare que vous créez plusieurs usines pour le moment. Quid aussi de j'ai envie de pouvoir rechercher des utilisateurs sur une entité commune et rajouter un projet, le sortir. Enfin bref, il y a un petit pool de gestion qu'on voudrait mettre en place encore. La brique de monitoring qui n'est pas encore complètement faite et c'est initial d'alerting qui sont en cours de déploiement. Voilà, ça, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place. Alors, Codecojo, voilà, on voit, c'est quand même une solution qui est intéressante, mais moi, ce qu'on voulait voir, c'était pourquoi on a fait open source et qu'est-ce qui permet de le maintenir à l'état de l'art.
Nous, notre intérêt, c'était au lieu... C'est une problématique assez répandue. On a beau discuter avec pas mal de gens et à chaque fois, on a un peu les mêmes problématiques. Et chacun veut trouver sa solution. Alors des fois même au sein d'une même société, plusieurs équipes ont développé une solution pour essayer de templétiser les usines d'une manière différente. Ce qui fait que du coup, c'est un peu pas forcément la solution idéale. Nous, ce qu'on voulait, c'était de fédérer autour d'un projet qui permette, ensemble avec une communauté, de le faire évoluer pour pouvoir, d'une manière pérenne, apporter une solution à cette problématique, que ce soit évolutif dans le temps et que ce soit maintenu à l'état de l'art, que chacun puisse ajouter la brique qui lui manque, par exemple changer de Jenkins pour GoCD, d'avoir une brique logicielle qui permette de faire tout ça. Alors au lieu d'un grand discours, je vais peut-être faire une petite démo rapide. Si j'ai pas le temps de la finir, on a un stand là-haut, et du coup, je serais ravi de vous le montrer en vrai. Donc là, Antoine, il est sur l'interface de signing de CodeCojo. Il va juste renseigner son login. Bon, on a été obligé de mettre un GAPTCHA pour éviter de se faire juste spammer. T'as réussi, c'est bien, tu n'es pas un robot. Alors, bravo. Voilà, je crée un compte. On a une petite fenêtre là qui permet de copier le mot de passe, c'est surtout pratique pour la démo, mais on a un mail aussi qui est envoyé. Donc et là, puis, il vient de vous générer un login mot de passe avec une clé SSH pour vous connecter notamment sur le GitLab. C'est des informations qu'on vous fournit là pour vous faciliter l'accès, mais que vous pouvez complètement remplacer derrière, bien sûr. L'idée, c'est pas forcément de vous imposer ça. Alors là, je l'ai fait rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais j'ai par exemple choisi de ne mettre qu'un Nexus. Ce que CodeCojo va faire, c'est qu'il va lancer donc la construction d'une image. Lancer la construction d'une image et donc un conteneur Docker qui va se monter, se configurer, et une fois qu'il sera monté, nous on va vérifier au fur et à mesure qu'il se configure qu'il est dans le bon état, qu'il va pouvoir être disponible au bout d'un certain temps. On a donc les membres qui peuvent être gérés d'une manière centralisée. Là on voit que tant qu'on monte une brique, on ne peut pas ajouter des membres, parce que ajouter des membres sur une brique qui n'est pas up, c'est forcément un petit peu pas conseillé. Donc théoriquement ça va être assez rapide, voilà. Et la seule chose que je veux vérifier, et là je veux bien qu'il me teigne le micro, c'est que avec la personne que j'ai créée, si je l'épelle bien, je peux me loguer, voilà, à mon Nexus, et je retrouve bien mes informations comme mon email. Sur GitLab, etc., on va même générer une clé à la volée, mais on va pouvoir, via CodeCojo, c'est pas celui-ci, c'est pas celui-ci non plus, bref, ici, pardon. Voilà, on va pouvoir ajouter des membres, et on va pouvoir aussi modifier, c'est-à-dire je vais pouvoir mettre ma propre clé SSH, changer mon nom, etc. Ça, je vous le ferai une démo là-bas d'une manière plus poussée. Aujourd'hui, donc, comme on l'a dit, on a GitLab, Nexus et Jenkins qu'on supporte, mais bien sûr, on a prévu le produit pour qu'il puisse s'adapter facilement, et il suffit de construire des interfaces pour ajouter un GoCD, pour ajouter des alternatives à ces briques. Dans la roadmap, donc les prochaines briques, ça sera SonarQube pour avoir de la calimétrie sur votre usine logicielle, et GoCD pour avoir une alternative à Jenkins. Donc pour un peu plus tard, on pense à des outils qui pourraient être plus adaptés à des stacks spécifiques, par exemple Stack Mobile ou Stack JavaScript, avoir des outils qui permettent d'adresser ce genre de projet informatique. On l'a open sourcé il y a 2 jours. Oh, pardon. On a ouvert le SaaS il y a 2 jours. Et donc du coup, vous retrouverez sur mycodecojo.io notre SaaS, codecojo.io notre landing page où vous aurez toutes les informations. On s'est fait un peu dépasser par notre début, c'est-à-dire qu'on avait prévu à peu près 100 machines pour pouvoir gérer un certain nombre de projets, et en 2 jours, elles ont toutes été utilisées. Donc ce que je vais vous inviter à faire, c'est aller sur notre landing page pour pouvoir vous inscrire, et on préviendra tout le monde quand on fera un prochain round d'ouverture de machine. Comme on a tout prévu, ça ne va pas prendre très longtemps, mais ça vous permettra d'avoir un contact direct avec vous et savoir quand est-ce que vous allez pouvoir le tester. Voilà, il y a un contact, on est preneur de tout retour bien sûr. On a une roadmap publique sur laquelle vous pouvez voter pour les prochaines features que vous voulez avoir apparaître dans CodeCojo. On a un stand, comme je vous l'ai dit, il y a des goodies, venez nous voir, on vous expliquera ça plus en détail. Hackergarten, c'est une meet-up qu'on soutient depuis un certain temps, qui permet aux maintainers ou aux principaux contributeurs de projets open source d'aider les gens à contribuer. On l'a hébergé plusieurs fois
Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire, c'est gratuit, ça vous permettra de mettre les mains dans le code et de contribuer à des projets comme Maven ou Jenkins ou pourquoi pas Kodokojo. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, j'avais 3 questions. La première c'était concernant la gestion des utilisateurs. Je suis pas sûr d'avoir bien compris, je vois bien ce qu'apporte la solution, mais par rapport à une approche assez simple et empirique d'un annuaire LDAP qui serait configuré correctement avec le composant que vous avez mentionné, ce qui lui le supporte tous, qu'est-ce que ça apporterait de plus, quelle serait la valeur ajoutée de ce que vous avez apporté sur la partie gestion d'utilisateurs par rapport à cette façon de faire pour pas mal d'entreprises? Alors, déjà, c'est qu'on n'a pas de LDAP. Parce qu'en fait, on utilise des images Docker officielles pour lancer les composants de la brique. On n'a pas fait d'image custom. L'installation de la configuration à la volée d'un LDAP dans ce genre de contexte est pas forcément trivial en fonction du brique. On est quand même très très dépendant des API qui sont fournis par les différentes briques. Hein. Enfin, je veux dire, pour aller configurer Jenkins, on va taper sur script-text pour aller injecter du Groovy. Pour GitLab, il y a une API qui est très bien fournie en REST. Nexus, il y a une API qui est très bien fournie en REST, mais c'est pas forcément le cas de toutes les briques. Et la configuration du LDAP, elle n'est pas forcément triviale sur tous ces outils-là. Déjà que la configuration du compte d'admin, d'un ajout d'admin via API REST, elle peut changer pas mal d'un projet à l'autre, d'une brique à l'autre, mais le LDAP, c'est encore pire. Et du coup, pour le moment, on n'a pas pris la solution du LDAP. Je ne dis pas qu'on l'a exclu, parce que ça reste une solution super intéressante pour gérer ses utilisateurs, effectivement. Nous, l'idée aussi qu'on voulait, c'était de pouvoir fournir une usine logicielle un peu à la volée et éventuellement éphémère. En gros, pour le cas d'époque, par exemple, où on veut tester, on veut une usine logicielle, on lance. Voire même, si vous avez un super dev craft dans votre équipe qui veut tester un nouveau plugin, vous lui lancez une usine dans son coin, et il teste ses plugins, ses configs, il fait joujou. Et puis une fois qu'il a fini et qu'il dit ça marche, on peut passer, il peut le faire, et ça marche très bien aussi. Donc il y a plusieurs use cases où on voulait répondre avec du éphémère, et le LDAP il répondait pas de ce côté-là. Voilà. La deuxième, du coup. La deuxième question sur le DNS, d'avoir bien compris la partie DNS, ça veut donc dire que si je prends la version prémisse de la solution, je l'installe chez moi, j'ai pas forcément besoin de la mettre derrière un reverse proxy pour fédérer correctement les différents composants. C'est bien ça? Alors, en fait, l'idée, c'est surtout que si vous l'hébergez en on-prem, il va nous falloir nous fournir un accès à votre serveur DNS pour qu'on puisse le piloter, en l'occurrence. L'idée, c'est vraiment de pouvoir fournir une entrée DNS qui soit humainement compréhensible. En l'occurrence, les entrées DNS elles vont pointer sur des load balancers qui vont faire la répartition sur les différents ports. Mais il faut quand même qu'on ait un pointeur DNS pour faire correspondre l'IP avec le load balancer et qu'il puisse fournir les services. Et c'est quand même vraiment plus sympa d'avoir des URL compréhensibles plus assurants. Surtout quand on dit si on arrive à conventionner les noms d'URL, du coup, basculer d'un projet à l'autre, c'est juste de la convention, quoi. Donc, pour le coup, c'est intéressant. Justement, cette stratégie de nommage, là, on a la main dessus pour pouvoir l'appliquer. Pour le moment, j'en ai qu'une seule, mais c'est du code open source et j'avais prévu une interface pour proposer différentes politiques de nommage. Mais bon, c'est pas un truc que j'ai ultra développé dans le sens où on voulait vraiment fournir une solution minimaliste assez rapidement. Donc on n'a pas trop insisté là-dessus. Et d'ailleurs, le serveur qu'on utilise, là, pour le coup, on va peut-être pas évoquer, mais tout le cluster est sur du Amazon pour le moment. C'est pas du tout lié à du SaaS ou au service Amazon, mais le seul service qu'on utilise actuellement, c'est le Route 53 de chez eux. On s'est pas amusé à redéployer un serveur DNS parce que c'est trop compliqué, et pareil pour le mail. Voilà, mais c'est pas exclu. Voilà. Une bonne dernière, oui. Est-ce que vous avez prévu un support de GitLab CI? Oui, c'est dans la roadmap. C'est dans la roadmap publique. Tout comme si jamais vous allez voir la landing page ou le signing de Kodokojo et que vous créez une stack, vous verrez qu'on supporte Jenkins 1 encore jusqu'à présent parce que les modalités de configuration de Jenkins 2 ont changé, notamment grâce à ce super token de sécurité qu'il faut que j'aille scraper. Ça ne vous empêche pas de basculer après vos updates de basculer en Jenkins 2 et GitLab CI et aussi avec Jenkins 2 dans la roadmap pour prochainement. Parce que c'est des outils qui sont intéressants. Et on envisageait aussi d'intégrer le registry du GitLab, le Docker registry de GitLab. Mais c'est que de la configuration, c'est eux qui font le taf après. Qu'on soit d'accord. La plus-value de Kodokojo, c'est pas de rajouter des fonctionnalités à ces briques, c'est de faciliter leur configuration et de vous laisser plus de plus-value à travailler sur vos usines
plutôt que de les configurer. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. La gestion des backups, comment vous gérez Alors, pour le moment, on persiste sur du GlusterFS, avec du partage de volume, et ça marche. Pour le moment, j'ai pas de problème. Comme l'a évoqué Antoine, là, hier soir, elle est tombée, l'usine est tombée. Alors en fait, c'est pas qu'elle est tombée, c'est que j'ai plus de ressources sur le cluster. Mais en soi, il y a 300 gigas qui sont partagés sur un cluster avec 6 machines et ça marche très très bien, quoi. L'autre évolution qu'on envisage, c'est de partir sur du Ceph aussi, mais on verra pour plus tard ça. Mais ça marche bien. Et la reprise se fait bien, quoi. Donc on partage les volumes de data qui sont documentés dans les images Docker et ça marche très bien, quoi. Que ce soit avec GitLab, Nixis ou Registry. Sachant que dans notre version SaaS qu'on a mis en place, donc du coup, c'est à chaque fois qu'on va la mettre en place, elle sera configurée d'une manière un peu différente. Dans la version actuelle, donc le GlusterFS est répliqué sur 2 serveurs qui sont eux-mêmes répliqués sur 3 zones AWS. Donc du coup, on est assez sécure de ce côté-là, mais pourrait y avoir des alternatives. Et côté backup, vu que c'est un dossier qui est nomenclaturé, on peut même envisager de faire un export des données. Si un jour vous voulez récupérer toute l'usine, la mettre dans un coin, ça se fait, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, bien merci. Ouais.